Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde l'économie bleue, levier inexploité de l'économie durable. Un grand nombre d'habitants, en particulier les plus démunis, dépendent de la bonne santé des océans pour travailler et se nourrir. Aussi est-il primordial d'exploiter, de gérer, de protéger durablement cette ressource naturelle. Savez-vous que selon l'OCDE, les océans apportent chaque année à l'économie mondiale une valeur ajoutée de 1500 milliards de dollars. La santé des océans, des écosystèmes d'eau douce est fondamentale pour la croissance économique et la production alimentaire, mais essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a une personne qui le sait parfaitement, c'est Gunther Pauli, créateur du concept d'économie bleue, qui s'inspire des écosystèmes naturels pour résoudre les crises économiques, sociales et écologiques. Titulaire d'un MBA de l'INSEAD, il est à la fois industriel, entrepreneur et belge, c'est presque un métier. Il se consacre à la recherche de solutions permettant de régénérer la forêt tropicale et il a créé la fondation ZERI, Zero Emission Research and Initiative. Gunther Pauli, bonjour, bienvenue dans cette keynote. Alors dites-nous... c'est de la mer qui est sorti le vivant tout de même. Hein. On nous appelle des terriens, mais en fait nous sommes des marins. On a tout oublié et vous mettez le doigt là-dessus? C'est-à-dire qu'on a tant d'opportunités qu'on n'a pas notées. On est ignorant des opportunités. Alors moi, je suis toujours fasciné par tous les rapports, toutes les analyses, toutes les crises, mais ça nous amène à paralyse. Alors nous sommes avec une culture d'analyse-paralyse. Et nous avons besoin d'une culture de comment quand même identifier ces grands portefeuilles d'opportunités que nous avons devant nous. Vous dites que ça suffit les analyses, il faut passer à l'action, c'est ça qu'il faut comprendre? Mais on a analysé pendant 50 ans, je suis membre du Club de Rome depuis 50 ans, on est en train d'analyser quel est le résultat. On va de mal en pire, c'est-à-dire on arrête d'analyser, on commence à faire. Quels sont ces stupides gens qui nous font des objectifs pour 2050? Mais ils rigolent. La crise est aujourd'hui. Si moi, mon maison j'ai un incendie dans ma maison, je ne fais pas un plan pour 5 ans. Hein. J'agis. Et c'est là où il faut agir, mais pas avec les mêmes modèles d'action comme on a essayé de faire les dernières 50 années. Il faut changer, il faut innover, il faut être créatif et il faut s'inspirer sur ce grand écosystème de la nature qui est bourré d'opportunités qu'on ignore parce que nous sommes arrogants. Quand vous parliez des résultats, vous disiez regardez ce qu'on a fait sur la biodiversité. Vous pouvez revenir là-dessus? Mais parlons d'une baleine qui parle avec son petit à 3000 km de distance avec ultrasons. Alors, parlons d'ultrasons. Comment est-ce que nous communiquons quand nous sommes dans l'eau? Plongeurs, ils ne parlent pas entre eux, hein, parce qu'on ne sait pas parler entre nous. Mais pourquoi? Les animaux parlent entre eux quand ils sont dans l'eau de mer, et c'est très facile. Nous pouvons faire une communication soit avec lumière, soit avec ultrasons. Mais les baleines le font sur 3000 km avec un petit appareil, et ça ne dérange personne, il n'y a pas de pollution de son. Alors je me pose la question, pourquoi est-ce que moi je dois le développer? Pourquoi les grands labos, surtout les militaires aujourd'hui, pourquoi ils ne font pas? En plus, c'est d'une efficacité et ne consomment pas d'énergie que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on souhaite l'ignorer? Mais non. Maintenant, on est en train d'équiper les premiers tortues, parce que les tortues, quand on veut faire la suivi des tortues, sont dans l'eau, alors les satellites ne fonctionnent pas, alors on le fait avec ultrasons. Nous sommes aujourd'hui sur 8 km. Ça, c'est une technologie, économie bleue, simple, avec des implications énormes. On va rester au micro parce que le langage des plongeurs serait un petit peu réduit pour tout ce que vous avez à nous apprendre. Vous nous dites par exemple que sur la biodiversité, on a perdu 80% de la biodiversité. Donc aujourd'hui, les incantations faire mieux, ça ne suffit plus. Nous devons régénérer la force de la nature de poursuivre l'évolution. On a perdu, ben oui, mais ce n'est pas fichu. C'est-à-dire que nous devons créer les conditions qui permettent. Et créer les conditions aujourd'hui, c'est surtout
en éliminant les grands dégâts qu'on a faits dans les années 50-60. Je parle du bakélite, par exemple. Vous vous rappelez du bakélite? Alors, le bakélite, c'est interdit depuis presque 45 ans. Mais aujourd'hui, quand on analyse les microparticules de plastique, on ne trouve rien du tout. Mais on analyse les nanoparticules que l'Europe, pour une autre raison, je ne comprends pas, même ne repère pas. Si vous analysez les nanoparticules, 40% des nanoparticules dans l'eau de mer, c'est du bakélite. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors là, il faut mettre la technologie, la créativité sur autres solutions. Parce que les particules nano, on ne peut pas les filtrer. La filtration ne fonctionne pas. Grande opportunité d'innovation. Et l'innovation, ça se ferait avec les microfluides qui vous permettent, comme fonctionnent nos poumons. Alors encore une fois, nos poumons, c'est quoi? Ce sont 500 millions de petites mousses où passent quelques milliards de capillaires et nos poumons isolent et enlèvent seulement le CO2. Eh bien, même technologie pour enlever seulement les nanoparticules de plastique. Est-ce qu'on peut parler de certains de vos projets? On a compris, vous êtes un homme d'action, de projets. Vous avez d'ailleurs un magnifique bateau Porrima pour faire de la recherche environnementale. Et je ne sais pas si vous êtes un grand amoureux de la mer, on a compris, mais votre projet, c'est à Capri. 1000 hectares pour régénérer la forêt des algues. Vous pouvez nous développer un petit peu? Et vous avez un grand expert avec nous qui parlera des algues. Il va parler, mais pour le moment, vous êtes à la tribune. Les algues, quand même, on oublie que nous sommes très affectés par cette destruction de la forêt tropicale humide en Amazonie et en Orinoquie. Mais nous avons déjà détruit 98% de nos forêts d'algues. On les a déjà détruits. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut renouveler ces forêts et la renouvelation des forêts n'est possible dans le cas où vous avez des modèles d'affaires qui les financent. Si vous n'avez pas de cash flow, si vous n'avez pas de revenus, ça ne fonctionne pas. Et c'est là, dans l'économie bleue que je propose, on a multiples revenus. Aujourd'hui, par exemple au Maroc, à Tarfaya, on fait des rideaux d'algues. Les rideaux vont absorber, c'est-à-dire ça colle sur les algues, les microplastiques. On fait la récolte des microplastiques, récolte des algues pour faire des biodigesteurs, du biogaz, et les déchets qui en sortent, pour nous, on va en séparer les biophosphates. Alors on souhaite avoir les biophosphates, et qui est quand même notre partenaire, le plus grand producteur de phosphates. Parce qu'on a besoin des bio, il faut arrêter seulement avec les minéraux. Les minéraux sont des mines. C'est un de nos projets. Vous me disiez, c'est bien les labos, mais il faut arrêter de travailler dans les labos, il faut faire des projets. Vous regardez notamment ce qui se fait à Hierro, sur cette île en Espagne, où ils sont probablement l'une des îles les plus innovantes sur le plan écologique. Alors, El Hierro est une petite île qui avait en 2000 encore 5600 habitants. Et l'OTAN avait un grand plan d'en faire une base militaire avec des radars. Et la population a dit non. Ils m'ont invité. Je dis, dire non, c'est facile, mais vous dites oui à quoi? Et le oui est devenu le développement de 8 secteurs économiques, mais une économie pour une population de 5000. Mais aujourd'hui, on est déjà à 12 000 habitants. C'est le seul endroit en Espagne avec le plein emploi, seul endroit avec 8 nouvelles économies. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais comme la demande de ces économies a augmenté, consommation, eau et énergie, on a eu l'opportunité de faire la transition économique, écologique avec la première île du monde qui est devenue autosuffisante en eau et énergie avec ses propres sources. Vous qui vous indignez contre la bureaucratie, l'administration, il y a quand même la place pour l'innovation, pour exploiter cette fameuse économie bleue. Regardons, en Europe, tout ce qui est permis est super réglementé et le reste est interdit. C'est-à-dire pour autant que nous sommes si réglementés comme nous le faisons aujourd'hui, il n'y a pas de futur.
Je vous dis, Européens, moi je me suis installé au Japon. Au Japon, on a toujours le droit de faire des exceptions à la règle. En Europe, ce n'est pas permis. Tout le monde suit même règle. Mais alors là, on devient quoi? On devient ce que l'Europe est aujourd'hui, avec une inflation, avec des taux de coûts d'énergie trop élevés, parce qu'on n'a plus la capacité de flexibiliser les règles, de rendre nulles les règles. Vous savez, j'ai une règle dans mes réunions. Quand je suis assis avec une vingtaine de personnes autour de la table, il y a quelqu'un qui me dira « Professeur, c'est pas permis ». Je demande que la personne sorte de la salle afin que les gens qui ne croient pas dans la réglementation actuelle peuvent faire leur travail. Il vous reste du monde en France dans les salles quand vous faites ça? Mais évidemment, il y a Bravo. la majorité. Vous restez en deuxième semaine, non, en deuxième table ronde, puisque les scientifiques, ceux qui analysent, ils vont quand même être présents pour discourir sur ce thème inépuisable, l'économie bleue. Merci Günther Pauli pour cet entretien. Merci à vous. Et quel plaisir de parler après vous, Brice.